Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée donc à nos programmes sur le vif. C'est votre émission qui aujourd'hui va parler donc de route et d'école internationale des vétérinaires. On va véritablement cette fois-ci dans le sud-est du Gabon puisque dans le premier thème, on va se focaliser sur le corridor Libreville-Brazzaville, un corridor qui devait passer par Ndende, Doussala, Dolizy, long donc de 273 km sous financement de la Banque africaine de développement. Où en est-on avec ce projet? On va également parler de l'école internationale de vétérinaires qui devait être créée dans cette même zone suite bien sûr à une décision du Conseil des ministres délocalisé animé par Ali Ben Bongo Ndimba. C'était en 2011 et pour évoquer ces deux problématiques, nous avons donc invité Jacques Koumba de l'Anglade. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ancien président du conseil départemental de la Doula Ndende, c'était de 2008 à 2014. Aujourd'hui, vous êtes président de l'organisation pour l'intégration sous-régionale, en abrégé OISR. C'est bien évidemment ça. Exact. Aujourd'hui, où en est-on avec les travaux du corridor qui devait rallier Libreville à Brazzaville, en passant bien sûr par Ndende, Doussala et Dolizy? Je tiens déjà à vous remercier de me donner l'opportunité, une fois de plus, de parler d'intégration sous-régionale et de coopération sud-sud. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Malheureusement, cette route-là qui devait déjà commencer déjà depuis plus de 2 ans, au niveau du Gabon, nous traînons un peu le pas. Et nous avons tellement traîné le pas que la BAD, la Banque africaine de développement, a envoyé une lettre qui stipule que nous avons 3 mois. Lettre qui date du 23 novembre 2015. Donc nous avons jusqu'au 23 février 2016 pour ratifier l'accord de prêt final qui avait été signé auparavant par le ministre de l'économie à l'époque, M. Akagamba, à Tunis. Et aujourd'hui, puisque vous êtes président de l'organisation pour l'intégration sous-régionale, c'est sûr que vous êtes rapproché des autorités compétentes pour essayer de comprendre pourquoi ce projet piétine alors que c'est la BAD qui le finance. Oui, effectivement, parce que dans la loi des finances 2012-2014, 3 milliards avaient été inscrits pour la participation gabonaise. Mais malheureusement, dans la loi rectificative de 2015, les 3 milliards n'étaient plus mis à disposition. Bon, ce que nous savons de sources sûres, c'est que quasiment 900 millions ont été décaissés pour le projet. Parce qu'il faut signaler que dans ce projet de route Ndende, Doussala, Dolizy est intégré le port sec de Ndende. Donc, une partie de cet argent devait servir à l'étude du port sec et à rembourser le long de la route, c'est-à-dire ce qu'on casse, c'est-à-dire les tombes, les arbres, etc. Donc, étant donné que cet argent n'est pas à disposition, pour quelle raison, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un délai, nous avons jusqu'au 23 février pour ratifier au moins l'accord de prêt. Alors, lorsque vous dites nous avons, c'est le Gabon ou bien c'est le Gabon et le Congo? Parce que cette route arrive au Congo. Est-ce que les travaux ont commencé de l'autre côté de la frontière? Ce qui est sûr, ce que je sais, c'est que la partie congolaise a ratifié. La partie congolaise a payé sa part. Donc, c'est la partie gabonaise qui traîne. Et il ne faudrait pas oublier que dans ce projet-là, il y a un poste de douane commun au niveau de Doussala. Donc, dans la partie congolaise, c'est Ngongo. Donc, dans la partie gabonaise, c'est Doussala. Il y a un poste de douane commun. Et ce poste de douane commun fera il y a une barrière qui sera longue de 5 km de long et 2 km de large, où et les Congolais et les Gabonais vont habiter ensemble, travailler ensemble, que ce soit la partie immigration, que ce soit la partie douane, que ce soit la partie force de l'ordre et de sécurité. On vous voit souvent sur le terrain entre le Gabon et le Congo, surtout dans cette zone de Doussala et de Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les populations s'estiment véritablement oubliées par les autorités dans cette région-là? Absolument, mais c'est même triste. J'en reviens. Si vous faites la route Ndende en direction de Doussala, mais c'est une catastrophe.
Et c'est une route qui suscite beaucoup d'espoir. Parce que les générations au-dessus de nous, et les grands magasins de l'époque, comme Sogic, Ferrao, Nunes, ces grandes sociétés commerçantes à l'époque, ce sont eux qui ont bâti des villes comme Dende, les Bamba, Mbigou, même Mouila, parce qu'ils allaient se ravitailler directement à Dolisie, où il y a le train qui donne accès directement au port de Pointe-Noire. Et nous, en fait, on ne va pas réinventer la route. Cette route est tellement importante, avec le port sec, que nous allons avoir accès directement au port de Pointe-Noire, par une autoroute. Vous vous rendez compte? Donc nous, l'ambition que nous avons dans la région, c'est d'ouvrir une zone franche et créer un hub. Et du coup, ça va dynamiser. Cette zone de la République va être le fer de lance économique de la partie sud du Gabon. Vous qui êtes donc président de l'organisation pour l'intégration sous-régionale, focalisée sur ce corridor Libreville-Brazzaville, c'est sûr que vous avez des entretiens avec les autorités gabonaises, parfois même des autorités congolaises. Qu'est-ce qu'on vous dit côté Gabon? Est-ce qu'ils vont respecter l'échéancier qui a été fixé par la Banque africaine de développement qui est prévue pour le 23 février 2016? J'ai bien peur, c'est pour ça que je suis ici ce soir. J'ai bien peur parce que j'ai l'impression que la motivation de notre pays n'est pas là. Parce que tout ce qu'on demande, parce que même si les 3 milliards, pour l'instant, ont disparu du budget, pour les raisons que l'État maîtrise, mais tout ce que la BAD demande maintenant, c'est de signer au moins la ratification de l'accord de prêt. Juste ça, quitte à ce qu'on déplace le paiement pour 2017, 2018, voire 2019. Et en plus, c'est de l'argent quasiment gratuit, puisque c'est des taux d'intérêt à hauteur de 1%. Donc, moi, j'ai bien peur, et je lance un appel aux responsables de la République, je lance un appel au chef du gouvernement pour qu'il se mobilise, qu'il mobilise son gouvernement pour dire attention, parce que il n'est pas question que nous, dans la région, nous perdions ce projet. Et dans le cas où ce projet est perdu? Ben, l'effort que nous ferons, c'est qu'il ne se perde pas, parce que si entre le 15 et le 20, si nous n'avons pas de nouvelles, bon, on verra avec les autres responsables de l'ONG et nous allons éventuellement faire un préavis de grève. Un préavis de grève que vous allez adresser à qui? Mais au gouvernement, aux responsables. Donc il y a le chef du gouvernement sera avisé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et le ministre de l'économie, parce que c'est lui qui est chargé de signer la ratification de l'accord de prêt. Pensez-vous que si ces autorités avaient conscience de ce projet, est-ce qu'ils pouvaient véritablement attendre que les populations grèvent pour ratifier un projet aussi porteur? Moi, ma grande déception vient du fait qu'à l'époque, il y a eu un fils de la région qui a été aux commandes d'un budget. Et je pense qu'il aurait pu faire certains efforts pour que nous avancions plus vite. Et la déception, c'est que sa motivation n'a pas été à la hauteur de sa fonction. Et d'où donc ces interrogations. Oui. Qu'attendez-vous de plus? Un des natifs de votre région a été quand même en charge du budget. Il aurait pu accélérer la procédure. Oui, mais ce qui est malheureux, dans notre pays, c'est un peu souvent comme ça. On accélère quand c'est pour soi-même, vous voyez. Mais quand c'est pour l'intérêt général, en général, la motivation n'est pas aussi forte que pour soi-même. Moi, je pense à un homme comme Paul-Marie Yembi, qui a été vice-président de la République. Mais il a laissé le lycée d'État Paul-Marie Yembi, il a laissé les travaux publics de Dende, il a laissé l'affaire. Mais c'est pour l'intérêt général. Ce ne sont pas ces enfants qui sont en charge qui ont la responsabilité de ces établissements-là. Et pour prendre cet exemple, on se pose la question si véritablement nos compatriotes qui sont aux commandes du pays aiment véritablement ce pays. Mais je crois dans une précédente émission, je dis la maladie que nous avons dans notre pays. Et ça, quel que soit celui qui va diriger le Gabon demain, la grande difficulté qu'il y aura, c'est que nous sommes malades. Et notre maladie, c'est le cancer de la corruption qui ronge la République. Et nous sommes tous malades. Et donc, le diagnostic est là. Il va falloir, je pense au président du Nigeria, quand il a fait campagne, mais il a fait la campagne sur la lutte contre la corruption. C'est une gangrène. Et si on n'enraye pas cette maladie,
ben, on va toujours vivre les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ben, on va tourner en rond, et finalement on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'on met des projets en place, ben, ils n'arrivent pas au bout, tout simplement parce que l'être est devenu plus important que l'État. Dans quel état actuellement se trouve cette route Dendé, Doussala, Dolisie? Ben, pour l'instant, il n'y a rien, parce il fallait seulement attendre la participation gabonaise et ratifier l'accord de prêt, et puis les travaux démarrer, c'est tout. Donc, en ce moment, il y a rien. Elle se dégrade de plus en Ah plus, oui, comme toutes les autres routes du Gabon. Bon, toutes les autres routes, je ne maîtrise pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voudrais ici, là aussi, regarder au niveau, faire en sorte que le ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration régionale, le ministère des Infrastructures, des Travaux publics, que toutes nos villes frontalières sont malades. Toutes nos villes frontalières sont devenues des murs, justement à cause des infrastructures routières. Et on n'a pas pris conscience encore des textes de la CEMA qui disent qu'il est important que de 50 km de part et d'autre de la frontière, ce qu'on appelle les zones tampons. Et c'est la première étape pour la mise en place de la libre circulation des biens et des personnes. Vous allez aller à Boumango, vous allez aller à Mekambo, vous allez aller à Boumi, vous allez aller à Pana, vous allez aller à Munengi Binza, vous allez aller à Malinga, vous allez aller à Doussala, vous allez aller à Ndindi, vous allez à Coco Beach, vous allez à Medouneux. Toutes ces zones frontalières sont mortes, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place les zones tampons. Et donc, du coup, toutes les villes frontalières qui étaient censées être des pôles économiques importants à cause des pays voisins, elles sont des villes mortes. Vous avez parlé du projet de la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC. Peut-être c'est dû parce que le Gabon fait partie des pays qui freinent véritablement cette libre circulation avec la Guinée équatoriale. Oui, mais je pense que moi, si j'avais une proposition à faire, dans un premier temps, moi je vois par exemple entre le Congo et le Cameroun, il y a déjà libre circulation. Donc avec la carte d'identité, on circule. Mais ça se passe très bien. Je pense qu'on peut essayer, parce que nous sommes semblables, la Guinée équatoriale et le Gabon, on peut commencer déjà soit avec les zones tampons, c'est-à-dire 50 km de part de la frontière, on peut commencer entre la Guinée équatoriale, puisque nous avons des similitudes en termes de richesse, de langue, et de peur aussi de l'autre au niveau de l'invasion démographique des autres pays. On peut déjà, je pense, signer des accords entre les deux pays pour voir, à titre d'essai, voir comment ça fonctionne. Vous qui discutez avec les décideurs, est-ce que vous leur faites souvent ces propositions en tant que président de l'OISR? Vous savez, nous ne sommes pas nombreux à nous intéresser à l'intégration sous-régionale. Mais nous, ce qu'on propose, c'est le problème avec les chefs d'État, c'est qu'ils se rendent compte, ils ratifient des textes, et ensuite ils n'arrivent pas à les appliquer. Mais moi, je pense que si au départ, on s'intéresse déjà à tous les départements de frontières, à toutes les brigades de frontières, dans la partie déconcentrée, à tous les préfets et sous-préfets des frontières, si on leur demandait leur avis, et si on faisait une espèce de brainstorming de propositions de tous ces responsables, je pense qu'on pourrait accoucher déjà de certaines idées. Parce que ce n'est pas toujours bon de prendre les décisions en amont et de les appliquer en aval. Vous qui avez cette chance de discuter avec les autorités congolaises, est-ce que véritablement vous sentez de leur part la peur pour la partie gabonaise de ne pas pouvoir ratifier cet accord? Absolument, absolument, absolument. Ils sont très inquiets parce que à une discussion récente, ils étaient même prêts, eux, à céder 1,5 km de leur territoire pour qu'il y ait le poste de douane commun. C'est pour vous dire à quel point ils sont motivés et puis ils ont déjà ratifié. Et puis ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Vous voyez, ce sont des projets, à l'époque quand j'étais au conseil, avec le président du NIARI, M. Jean-Jacques Mwanda, qui a été réélu d'ailleurs, et que je félicite. Ils sont inquiets parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous qui avons le tronçon le plus court, c'est-à-dire 48 km entre Ndendé et Doussala, et ils ont le tronçon le plus long, donc 225 km, qu'ils avaient des parts plus importantes à payer.
Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'eux aient fait leur part, et nous, qui avons des montants plus petits à payer, que nous ne soyons pas motivés. Et vraiment, à mes aînés qui ont connu cette époque, qui ont appris, qui étaient à Dolisie, qui étaient à Pointe-Noire, qui étaient à Brazzaville, qui ont surfé sur et vécu de leur vécu, vous voyez, cette intégration. Cette époque d'intégration réelle. Réelle, vous voyez, je dis non, il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on se batte parce qu'il ne s'agit pas que de nous, parce que finalement, vous savez, la vie est courte. Et trop souvent, nous, les êtres humains, nous oublions que nous sommes des êtres de passage. Et ce serait bien aussi qu'on n'oublie pas que nous sommes aussi venus sur cette terre pour planter des arbres pour que demain les autres mangent du fruit. Justement, en parlant de planter les arbres pour que d'autres mangent du fruit, on se souvient de ce Conseil des ministres délocalisé de 2011, présidé par Ali Bongo Ndimba. Il était question de créer dans cette même zone l'école internationale de vétérinaires, plus particulièrement en Ndendé. À l'époque, vous étiez encore président du conseil départemental de la Doula. Aujourd'hui, où en est ce projet ? Malheureusement, ce projet tâtonne, mais ce projet a aussi été budgétisé. Il était inscrit dans la loi des finances 2012-2014. Ce projet, je me suis battu. Je me suis battu pour qu'il voie le jour lors de ce conseil des ministres délocalisés. J'ai été un des grands instigateurs de ce projet. Pourquoi? Parce que derrière, on avait écrit un projet avec la CEAC et il y avait un préfinancement qui avait été donné pour une préétude pour un ranch régional. Donc, ce que dans la partie congolaise, ils appellent un ranch CEMAC, c'est-à-dire l'ancienne zone de Sogadel, qui est rattachée à la plaine dans la partie du Niari pour créer un ranch régional. Tout l'école de vétérinaires. C'est une école internationale. Et malheureusement, je tiens à le dire parce que il y avait un frère de cette région qui était au budget. Dans ce projet-là, quasiment, si je ne m'abuse, 875 millions ont été débloqués. Le terrassement a été fait. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule brique de montée. Et le terrassement est terminé depuis 2 ans. Donc on se pose la question, où est parti cet argent? Est-ce que ceux qui vous ont succédé au conseil départemental ont pris à bras le corps ce projet qui vous tenait tant à cœur? La problématique, je crois, c'est que moi j'ai été élu sous la bannière de l'ADER. Donc j'avais les mains libres, j'avais la pensée libre d'agir. Et malheureusement pour eux, ou heureusement, je ne sais, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir se plaindre, de pouvoir agir sans qu'il y ait une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Quand vous dites eux, vous pensez à qui? À ceux qui non, sont mais au niveau des élus, oui, bon, ils sont issus de quelle formation politique? Mais ils sont... Parce que tous nos téléspectateurs ne sont pas au parfum des appartenances politiques de tous les élus. Bon, malheureusement, ce sont des élus du PDG. Du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Oui, au pouvoir, par la transhumance, malheureusement. Et il s'avère que... en fait, ce ne sont pas des élus libres, je dirais. Vous voyez, on leur dit allez à gauche, ils vont à gauche, allez à droite, ils vont à droite. Et c'est dommage. C'est dommage aussi pour Ndendé, pour la région, pour les projets porteurs, absolument, tels que l'école internationale de vétérinaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne se laissera pas faire. Mais on ne se laissera pas faire parce que là, j'en reviens et tout le monde est en attente. Tout le monde se pose la question. Hein, il y a une députée récemment qui était dans son département, à Ndendé, mais elle est venue distribuer des cadeaux. D'accord, c'est bien. Pour les enfants, c'est bien. Mais il faut aussi rendre compte. Parce que quand on est au Parlement, il faut venir rendre compte. On n'a pas le droit de cacher l'information. C'est une élue du peuple. Elle doit venir dire exactement ce qui se passe sur les projets. Sur les projets de la route Ndendé, Doussala, Dolisie et son port sec. Elle doit venir dire ce qui se passe par rapport à l'école de vétérinaire. Mais c'est quand même un projet qui a été... budgétisé, comme vous avez dit, à hauteur de 875 millions. Lors du Conseil des ministres de localité. Et puis il faut voir comment on s'est battu pour pouvoir obtenir ça. Donc, à un moment donné, il faut que la République, on doit être des patriotes, il faut que la République se dise, bon, quel que soit mon bord politique, mais j'appartiens quand même à un pays et il est important
que demain, après-demain, nous laissions des traces pour le développement. Vous qui avez cette liberté d'opinion, cette liberté de ton que les autres qui vous ont succédé au conseil départemental de la Doula n'ont pas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée sur la destination finale de ces 875 millions? Ah ben, apparemment, ils se sont volatilisés parce qu'il y a eu un contrôle récemment. Ils sont venus sur le terrain. Bon, les pauvres, ils se sont rendus compte que après le terrassement, mais la nature a repris ses droits. Donc il y a l'herbe qui a poussé, c'est tout. Malheureusement, c'est ça pour l'instant. Mais l'argent a été décaissé. Mais vous ne savez pas, juste que l'argent s'est volatilisé. Voilà, c'est la même chose que pour le projet de la route Ndéndé Doussala Douzi. L'argent a été décaissé. Une partie de cet argent, je crois à hauteur de quasiment 900 millions, comme je disais tout à l'heure. Et puis on ne sait pas où est passé cet argent. Voilà des projets qui suscitent, ou bien qui ont suscité à l'époque beaucoup d'espoir de la part des populations résidentes dans cette partie du territoire national. Aujourd'hui, pensez-vous qu'on puisse encore leur faire d'autres promesses pour qu'ils espèrent peut-être voir leur matérialisation alors que les anciens n'ont pas été matérialisés? Vous savez, moi ce que je demande aux autorités, c'est que nous soyons un peu sérieux avec nous-mêmes, que nous pensions au peuple, que nous pensions au développement de notre pays, un temps soit peu, parce que ça ne sert à rien de venir faire d'autres promesses si déjà au départ on n'arrive pas à tenir les premières promesses. Mais moi je regarde même la route Mouila-Ndéndé, mais cette route aurait dû être financée et faite par la BAD. Mais en chemin, on ne sait pas ce qui s'est passé, on se retrouve financement État gabonais, et la route a commencé en 2010, nous sommes en 2016, on n'a même pas fait encore la moitié de la route. Alors que si on avait laissé ça tranquillement entre les mains de la BAD et de la société qui était chinoise qui avait commencé les Bamba Ndéndé, qui était censée la faire, mais on parlerait maintenant d'autre chose. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête cet esprit que nous avons là de toujours vouloir les choses pour nous-mêmes. Moi, je m'enrichis, je fais ceci, et puis après. Mais après on part. Quand vous dites il faut un peu de sérieux de la part de nos autorités, vous estimez qu'aujourd'hui ils ne sont pas sérieux du tout? Non, bon. Enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas exagérer, peut-être pas sur tout, mais le problème de fond, c'est cette maladie que nous avons, cette maladie de la corruption, cette maladie que nous avons maintenant de nourrir l'ego. Moi, voilà, je dois avoir 14 voitures, je dois avoir 14 maisons, je dois avoir 14 maîtresses, je dois avoir... Non, hein, au bout d'un moment, vous savez, quand on quitte cette terre, moi je pense qu'à un moment donné, nous avons des comptes à rendre, et ça, il ne faudrait pas que les gens l'oublient. Nous avons des comptes à rendre, soit par nos ancêtres qui nous attendent quand on va sous terre, ou soit moi qui suis chrétien, par le jugement de l'Éternel. Donc ça, il ne faudrait pas aussi l'oublier. Mais c'est vous qui pensez comme ça. Est-ce que vous croyez que tout le monde malheureusement pense comme vous? Mais au moins, si on a un peu de fierté, si apparemment ils ont des égos hypertrophiés, mais dans ce cas-là, par rapport à leur ego, ce serait bien aussi qu'ils se disent, c'est par ma personne, on a pu faire tel projet, par ma personne, on a pu faire tel projet. Mais je pense qu'au moins là, ça serait équilibrant. Se dire, bon, j'ai fait pour moi, mais j'ai fait aussi pour l'intérêt général. Voilà maintenant ces projets qui sont toujours en attente. Est-ce que vous pouvez présenter un peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices l'intérêt de tels projets à émerger dans cette région par rapport aux retombées financières que peuvent engranger les populations qui y résident? Absolument. Bon, vous voyez, normalement, le Gabon a prévu faire un port en eau profonde à Mayumba. Mais moi, je pense que ce port ne verra pas le jour tout de suite. Donc, ce projet de route, Ndéndé Doussala Douzi, donne accès au port en eau profonde de Pointe-Noire, qui est à 350 km de la frontière. Et ce port de Pointe-Noire est un port de transbordement. Parce que pour un pays, sa vitrine, c'est son port. Et notre port à nous ici est un port lent. C'est un port de débarquement. Donc, le premier transbordement se fait en Afrique du Sud. Ensuite, il se fait à Pointe-Noire. Et quand il y a des urgences,
Ils vont d'abord au Havre ou à Hambourg, je ne sais, ensuite on revient ici. C'est pour ça que quand on commande de la marchandise, mais des fois ça met 2 mois et demi, voire 3 mois pour la recevoir. Donc là c'est un port rapide, c'est un port rapide. Donc 21 jours, vous avez la marchandise, 22, 23 jours, cette marchandise arrive au port sec de Ndindi, par une autoroute. Et puis c'est une zone qui est plate. Donc il n'y a pas de ravin, il n'y a pas de précipice, à part la partie du Mayombe entre Dolisie et Pointe-Noire. Ensuite, le commerce. Cette région va devenir une ville de dépôt. Les transporteurs, les gens qui font le transit, tous ceux qui sont maintenant dans l'agriculture, qui vont produire, parce que toutes ces plaines, par le projet qu'ils ont mis en place, par exemple le projet Graines, j'espère qu'il ira jusqu'au bout, mais toute cette production, même si c'est Olam qui la rachète, mais s'il y a cet engouement agricole, mais à côté de nous, nous avons un marché de 20 millions de personnes, parce que Pointe-Noire, c'est quasiment 2 millions de personnes, Brazzaville, c'est 2 millions et demi de personnes, et Kinshasa, c'est quasiment 15 millions de personnes. Donc nous avons un bassin là de 20 millions de personnes qui consomment du manioc sous forme de foufou. Donc, et nous avons des plaines. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que dans ces échanges-là, il faut se préparer. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, une fois que les frontières s'ouvrent, que nous n'ayons rien à proposer aux autres. Vous voyez, à un moment donné, ce sont seulement les devises qui vont se déplacer et nous, on n'aura rien à proposer en retour. Donc, vous voyez un peu ces va. Et puis là, nous, le souhait, c'est de mettre dans cette zone une zone de libre-échange, un hub. Et ce qui fera en sorte qu'on pourra venir dédouaner hors taxe. Et du coup, ça va créer un engouement. Parce que la région, il faudrait que cette partie de la région prenne le leadership économique de la partie sud du Gabon dans l'Angonie. Vous avez dit il faut se préparer. Oui. Pensez-vous véritablement que les autorités gabonaises se sont préparées à affronter cette concurrence? Bon, moi je ne suis pas dans tous les dossiers de la République, je ne sais pas exactement ce qu'eux prévoient, mais je leur recommanderais de réfléchir à cette prochaine libre circulation des biens et des personnes, parce que vous savez, on ne peut pas faire en sorte que ce projet ne voit pas le jour, parce qu'on ne va faire que retarder l'échéance, mais un jour, cette libre circulation se fera. On ne peut faire que retarder l'échéance, mais la réalité va nous rattraper, donc il faut se préparer en conséquence. Est-ce qu'il faut se préparer exclusivement dans cette région-là, ou bien il faut se préparer pratiquement dans toutes les régions du Gabon à faire face à cette libre circulation, à cette concurrence? Absolument, parce que le point faible dans notre République, c'est que, comme je vous disais tantôt, toutes les villes frontalières en général sont des villes mortes. Alors, dès l'instant où il y aura cette libre circulation, rien que dans les zones tampons, vous voyez, mais dès l'instant où on ne se prépare pas à échanger, mais donc du coup, on va subir l'importation des autres, on va subir le poids démographique des autres, parce qu'en retour, on n'aura rien à proposer. Donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Comment on fait à Ndimbi, comment on fait à Malinga, parce que par exemple Malinga est relié avec la ville de Diveni au Congo. Bon, Ndende est relié avec la ville de Nyangpon et d'Olizi au Congo. Bitam est relié déjà à Ambam, et ainsi de suite, vous voyez. Donc il faut déjà réfléchir dans ces zones-là, comment on peut faire pour créer cette dynamique transfrontalière. Oui, même si les pouvoirs publics, même si les autorités n'ont pas trouvé des stratégies pour permettre à l'État de faire face à cet afflux et à cette affluence, mais est-ce que les populations qui résident dans ces zones-là sont véritablement prêtes à se frotter à ces échanges rapides? Est-ce que la production, est-ce qu'aujourd'hui, en Ndende, il y a suffisamment de production qui peut permettre aux populations de vendre au Congo et de vendre sur place, parce qu'il ne faut pas quand même tout vendre ce qu'on produit localement à l'étranger, sinon on n'aura plus rien à manger chez soi. Mais les intégrations se font déjà de manière informelle. Ouais. Donc c'est les États qui sont en retard. Et les hommes, ils sont déjà bien avancés. Oui, bien avancés. Bon, vous voyez dans la zone de Malinga,
quand vous allez chercher l'arachide ou le tabac pour la cigarette ou comment ils appellent ça, ils ont un produit phare là-bas, le foufou. Bon, mais ça se fait naturellement. Vous êtes à Malinga, à 3 kilomètres après, vous avez le premier poste frontière qui s'appelle Moulo. Mais ça se fait naturellement. Donc c'est des contrôles simples, ils arrivent le matin, ils vendent leurs marchandises, les Gabonais ont de la marchandise, ils proposent aux autres, ils se déplacent comme ça, et puis ça se fait naturellement. Donc il faut juste maintenant harmoniser ça et puis y mettre de la rigueur. Mais je vois par exemple, il y a des commerçants par exemple qui quittent Brazzaville, qui viennent jusqu'à Lambaréné, payer du sang non salé. Elle repart. Bon, moi je pense que si une commerçante quitte Brazzaville pour arriver à Lambaréné, prendre du sang non salé et le ramener à Brazzaville, bon, moi je pense qu'un Gabonais ou une Gabonaise peut le faire. Parce que le problème avec nous, c'est que nous sommes toujours en système défensif. Hein? Mais dans une équipe, ben, il faut penser à l'attaque. Même s'il y a la partie défense, mais il faut aussi penser à marquer des buts. On ne va pas tout le temps être sur la défensive. Sinon on va être les champions du 0-0, du match 1. Peut-être que c'est ce qui caractérise nos équipes nationales. Mais bon, on revient sur ce projet, puisque nous sommes pratiquement en train de tirer au terme de cet échange. Véritablement, voilà des projets porteurs, voilà des projets aujourd'hui qui se refroidissent au jour le jour. Pourtant, ce sont des projets qui peuvent permettre véritablement au gouvernement de matérialiser les promesses faites aux populations. Moi, je pense que ce sont les hommes. Ouais. Il faut que dans chaque ministère, s'il y a le ministère des Affaires étrangères chargé de l'intégration régionale, il y a un commissariat à l'intégration régionale, ils doivent. Parce qu'il n'est pas normal qu'on ne les voit jamais. On ne les voit jamais sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles propositions font-ils? Mais il faut aller sur place. Il faut aller regarder ce qui se passe. Si vous dites Aboumi, je ne connais pas, il n'a jamais été. Ou bien peut-être, je ne sais même pas, peut-être en coup de vent comme ça. Ndindi et Mekambo. Mais regardez des zones à fort potentiel, des villes comme Mekambo. Mais ce sont des villes d'avenir. Une ville comme Pana. Mais c'est une ville d'avenir parce que c'est un poste avancé de Koulamoutou. Il est juste à côté de Dolisie où il y aura un port sec, où il y a le train et la marchandise arrive de Dolisie. Mais là déjà, il y a un port sec qui doit se faire à Pana. Du coup, c'est elle qui va ravitailler Koulamoutou. Hein? Mais cette route-là, après, il faut la faire, Koulamoutou-Pana. Vous voyez? En fait, on est en train de dormir, ils sont là, les responsables sont là, et ils ratifient, ils écrivent, et puis ils ne font aucune proposition, ils ne viennent pas sur le terrain, ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais on ne va pas continuer à avancer comme ça. Donc il faut qu'à un moment donné, quand on nomme des gens à des postes, ben, il faut à un moment donné suivre. Hein, vous êtes là, tel poste, c'est quoi les données, c'est quoi les rendus, vous avez fait quoi, vous comprenez? Encore il faut vérifier si c'est l'homme qu'il faut à la place. C'est ça, oui. Est-ce qu'ils prennent le temps de lire tous oui. ces textes qu'ils ratifient à l'international ou sur le plan sous-régional? C'est aussi une problématique qu'il peut véritablement amener d'autres réflexions. Absolument. Et puis même les bailleurs, actuellement les pays comme le Japon, la Chine, l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'ils nous demandent actuellement? Qu'est-ce qu'ils nous demandent? C'est d'activer, c'est de faire progresser, d'accélérer le processus d'intégration sous-régionale. Mais il faut qu'à un moment donné, entre nous-mêmes, nous commencions à prospérer économiquement, cette coopération sud-sud. Mais nous, il n'y a que des mots. On est tout le temps là en train de faire des statismes politiques, à raconter des discours sans cesse, à répéter ce que les autres ont dit, sans savoir en fait ce qu'on maîtrise. Et puis on est là, et puis il y a un bateau qui avance comme ça, et puis on ne sait même pas où on s'en va. Et ça, je trouve ça un peu triste. Justement, puisque vous trouvez ça un peu triste, il faut dire qu'à la mode aujourd'hui, on a demandé à tous les Gabonais de serrer les ceintures puisque le prix du baril du pétrole ne cesse de chuter sur le marché mondial. Pensez-vous véritablement qu'en l'état actuel des finances de l'État, le Gabon soit encore à même de pouvoir ratifier ce texte pouvant lui permettre de faire avancer le corridor Libreville-Brazzaville? Le gouvernement doit seulement rassurer la BAD en signant la ratification de l'accord de prêt. Quitte à donner les 3 milliards de la participation gabonaise plus tard, que ce soit 2017, 2018, voire 2019. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est de ratifier. Nous tombions d'accord sur le principe. C'est tout. Pour l'instant, on ne leur demande pas un sou. Donc je pense que quand même,
c'est pas trop demandé, hein, aux responsables de la République de signer la ratification de l'accord de prêt. C'est tout. Bon, maintenant, le prix du baril du pétrole, il baisse. Peut-être qu'il va baisser encore un peu plus, peut-être qu'il va remonter. On ne sait pas. Mais quand on avait le prix du baril à 100 dollars, mais il faut penser à épargner. On ne va pas passer notre temps à dépenser. À un moment donné, il faut bien qu'on épargne. Bon, est-ce qu'on a fait de l'épargne? On ne peut pas me dire quand même que 3 milliards, ça c'est pour un pays comme le Gabon. C'est quand même pas quelque chose de si difficile que ça. Est-ce que vous n'avez pas peur du refus des autorités parce que c'est vous, Monsieur Jacques Koumba Delangla, qui êtes au devant de la défense de ce projet? Parce qu'au Gabon, on a toujours vu, pour que les projets avancent, il faut qu'un ministre soit impliqué dans le projet, il faut qu'un directeur général soit impliqué dans le projet pour gonfler les factures et pour véritablement arriver à des productions plus ou moins acceptables par le peuple gabonais. Mais je ne suis qu'un citoyen gabonais. Je ne suis que président d'une ONG. Et mon souhait vraiment, avant de quitter cette terre, c'est qu'il y ait beaucoup de projets de ce type qui voient le jour pour que ceux qui viennent après nous soient un peu fiers du passage que nous avons fait. Maintenant, s'il faut être ministre ou bien s'il faut être proche du pouvoir, comme on dit, pour que les projets se réalisent, moi je dis attention à la maladie qui ronge notre pays, attention à la corruption. Attention à la corruption, comme disait le défunt président Bongo, si j'ai pris la bonne formule, il disait que l'argent gagné malhonnêtement est un serpent et la corruption un venin. Bon, je ne sais pas si je le dis dans le bon sens, c'est ça. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous tuer. Et c'est ça qui tue ce pays. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question de savoir si c'est votre propre tête qui ne faisait pas avancer ce projet? Puisque vous avez cette liberté d'opinion, cette liberté de ton... Hein, bon, vous savez, il y a aussi des limites. Hein. Ce n'est qu'une ONG aussi. Bon, c'est la société civile. Notre rôle, c'est d'informer, de proposer. Mais nous avons aussi des limites. Bon, vous pensez bien que si j'avais ce pouvoir-là, même moi-même, si j'avais ces 3 milliards-là, j'aurais fait un prêt à la République et on aurait payé la participation, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les populations résidentes dans votre région? On parle de Ndende, de Doussala jusqu'au Congo, à Dolisie. Moi, ce que je sais, c'est que la partie congolaise, les travaux vont commencer d'ici peu, dans la partie congolaise. Donc les 225 km seront faits d'ici peut-être les 3 prochaines années. Ce sont des mêmes peuples. Vous savez, à une époque, on nous appelait le Congo français. Et la capitale était Libreville. Ensuite, nous sommes passés à AEF, la capitale était Brazzaville. Ensuite, il y a eu les indépendances. Mais ce sont les mêmes peuples. Donc, et cette route va permettre justement de faire en sorte que les peuples se rapprochent davantage et que l'économie se mette en route. Donc tout ce que moi je souhaite, et ça c'est au niveau, je pense à toutes les villes frontalières de ce pays, je souhaite que des projets de ce type voient le jour un peu partout, là où cela est urgent. Ça, c'est l'intérêt des peuples. Maintenant, si on vous demandait de faire un dernier plaidoyer, ou s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, un aspect que vous aimeriez très rapidement encore réagir pour permettre aux autorités, pourquoi pas, de fléchir sur leur position et véritablement prendre à bras le corps ce projet porteur de richesse dans cette région, on le rappelle, Ndende, Doussala, Dolisie. Il nous reste 18 jours. Dans 18 jours, la BAD, dans 18 jours, on sera le 23 février, et si nous ne ratifions pas l'accord de prêt, la BAD retire son argent. Et on perd et la route et le port sec. Donc, humblement, je demande aux responsables du gouvernement
de faire l'effort de signer au moins la ratification d'accords de prêt. De cette route Ndende-Doussala-Dolizy, on rappelle nombre de 237 km. Maintenant, un dernier mot en ce qui concerne ce projet d'école internationale de vétérinaire de Ndende. Je dirais la même chose. C'est-à-dire, cette maladie qui est la maladie de la corruption, ce cancer républicain qui s'est généralisé, je demande humblement aux autorités, aux responsables, aux enfants qui ont géré, aux enfants de la République qui ont géré cet argent, qui ont décaissé ces 875 millions. On leur demande de venir terminer l'école de vétérinaire. Parce que, vous savez, quand quelque chose a été annoncé comme ça, en Conseil des ministres, et que le chef de l'État a pris la peine de se déplacer, de venir à l'intérieur du pays pour que nous lui fassions des propositions concrètes, de projets structurants, et voir comme ça que de l'argent est décaissé et que les projets n'arrivent pas à terme, et moi je dis, c'est sincèrement regrettable. Et c'est tellement triste que je pense à ce fils du département qui a géré le budget. J'espère de tout cœur qu'il sait, puisqu'il était aux commandes, qu'il sait où est passé cet argent. Et même s'il n'est plus au budget, mais il peut, je pense, retrouver les traces et venir poser au moins la première pierre de cette école de vétérinaire. Nous étions donc là dans le cadre de votre émission Sur le Vif. Notre invité, on le rappelle, c'était M. Jacques Koumba de Langlade, ancien président du conseil départemental de la Dola Ndende de 2008 à 2014, aujourd'hui président de l'Organisation pour l'intégration sous-régionale. Avec lui, nous avons donc abordé le projet du corridor Libreville-Brazzaville, un corridor qui doit normalement, si les dates sont respectées, passer donc par Ndende-Doussala-Dolizy. Et pour la matérialisation et la signature des conventions par notre pays vis-à-vis donc de la BAD, le délai a été fixé au 23 février 2016, raison pour laquelle ce dernier a tenu à inviter les autorités gabonaises à plus de présence, à plus de responsabilité et à plus de maturisme. On se retrouve dans le cadre toujours de Sur le Vif, cette fois-là avec d'autres invités, et ça sera très prochainement. Au revoir.